La spectroscopie ultraviolette visible ou infrarouge, qu'on appelle également la spectrophotométrie UV visible et IR, est une technique de spectroscopie mettant en jeu des photons dont les longueurs d'onde sont dans le domaine soit de l'ultraviolet 100 nanomètres à 400 nanomètres, soit du visible 400 nanomètres à 750 nanomètres, ou du proche infrarouge 750 nanomètres à 1400 nanomètres. Soumis à un rayonnement dans cette gamme de longueur d'onde, les biomolécules, les ions ou des complexes sont susceptibles de subir une ou plusieurs transitions électroniques. C'est ce qu'on avait vu la dernière fois, ils passent d'un état d'énergétique stable à un état d'énergétique instable. Cette spectroscopie fait partie des méthodes de spectroscopie électronique. Les substrats sont analysés, le plus souvent en solution, mais peuvent également être en phase gazeuse et plus rarement à l'état solide. La spectroscopie électronique est une fonction qui relie l'intensité lumineuse absorbée par l'échantillon analysé en fonction de la longueur d'onde. Le spectre est le plus souvent présenté comme une fonction de l'absorbance en fonction de la longueur d'onde. Nous allons le revoir tout à l'heure. Il peut aussi être présenté comme le coefficient d'extinction molaire en fonction de la longueur d'onde. La spectroscopie UV visible est une méthode qui est utilisée en routine pour l'étude quantitative des solutions de métaux de transition et des composés organiques fortement conjugués, c'est-à-dire ces molécules ont des doubles liaisons, des triples liaisons, etc., qui sont des liaisons riches en électrons rapidement délocalisables. Lorsque l'on fait passer un rayonnement dans un milieu liquide, il va subir une diminution d'intensité, c'est-à-dire des rayonnements énergétiques qui vont être absorbés par l'échantillon. Donc, par rapport au rayonnement incident, vous avez une diminution du rayonnement lu au niveau de la cellule photoélectrique, mais lu de manière collinéaire, c'est-à-dire dans le même sens. Si le flux du rayonnement incident est I0, alors on peut le décomposer, les rayonnements incidents en plusieurs rayonnements, en rayonnement dit réfléchi à la surface de la solution, ou du rayonnement dit dispersé, c'est-à-dire qui est dispersé à l'intérieur de la solution par différentes diffusions, réfraction, déviation aux interfaces, c'est ID, ou bien en IA, c'est-à-dire la partie qui nous intéresse, la partie de la lumière absorbée, caractéristique de la solution, je répète, IA est caractéristique des molécules de la solution, et puis IT, c'est-à-dire la partie de la lumière qui n'a pas été absorbée, donc transmise. C'est également une information importante à analyser. La technique d'analyse est souvent utilisée dans un mode quantitatif pour déterminer la concentration d'une entité chimique en solution en utilisant la loi de Beer-Lambert. La loi de Beer-Lambert parle d'absorbance A en fonction de la longueur d'onde est égal à moins logarithme décimal de I sur I0. I étant la longueur d'onde I absorbée sur I0, la lumière incidente, qui est égale à epsilon, coefficient d'extinction molaire en fonction de la longueur d'onde, L, le trajet optique que subit le rayonnement à l'intérieur de la cuve, que multiplie la concentration. Dans cette loi, I sur I0 s'appelle la transmittance de la solution. Elle n'a pas d'unité. A est l'absorbance ou densité optique à une longueur d'onde lambda, sans unité. Epsilon est le coefficient d'extinction molaire en litres par mol et par centimètre. Il dépend de la longueur d'onde.
le coefficient d'extinction molaire dépend de la longueur d'onde, mais également de la nature chimique de l'entité et également de la température du milieu. Cette constante représente une propriété moléculaire fondamentale dans un solvant donné. Epsilon représente une propriété moléculaire fondamentale dans un solvant donné, à une température et à une pression données. Il peut s'exprimer également en molaire moins 1 par centimètre. Le trajet optique dans la solution traversée correspond à l'épaisseur de la cuve utilisée. Elle est exprimée en centimètres. C est la concentration molaire de la solution, en mol par litre. Dans le cas d'un gaz, C peut être exprimé comme un volume inverse, unité de longueur réciproque au cube, c'est-à-dire en centimètres cubes. Cette équation est très utile pour la chimie analytique. En effet, L et lambda sont connus. La concentration d'une substance peut être donc déduite d'une simple mesure d'absorbance à cette longueur d'onde. L'absorbance et le coefficient d'extinction epsilon sont parfois définis avec des logarithmes naturels au lieu des logarithmes décimaux. La loi de Beer-Lambert est très utile pour caractériser de nombreux composés. Elle ne doit être pas considérée comme une relation universelle pour caractériser la concentration et l'absorption de toutes les substances. Cette loi de Beer-Lambert est une association de deux lois. L'absorbance d'un rayonnement monochromatique A est égale à epsilon LC, ou par la densité optique, DO, qui n'a aucune dimension, sans dimension, et c'est la concentration en mol par litre. Le trajet optique a pour dimension des centimètres, donc des longueurs, et le coefficient d'extinction molaire, ou le coefficient également appelé coefficient d'absorption molaire, en litres par centimètre et par mol. Epsilon, nous l'avons vu, est fonction de la nature du corps absorbant, c'est-à-dire de la substance ou des biomolécules que vous analysez, de la longueur d'onde du faisceau incident, I0, et de la température, car l'augmentation de la température déplace les bandes vers des longueurs d'onde plus élevées. Epsilon est caractéristique de la molécule. Il est en principe indépendant du solvant. Quelques remarques concernant les possibilités d'utilisation de la loi de Beer-Lambert. Il faut, pour utiliser cette loi, que la substance ne soit pas très concentrée. La concentration de la substance absorbée ne doit pas être très élevée, inférieure à 0,01 molaire. Pour C, quand la concentration est supérieure à 0,01 molaire, la distance moyenne entre les molécules absorbantes se trouve réduite. Chaque particule peut perturber la distribution de charge de ses voisines. La solution, pour que la loi de Beer-Lambert soit vérifiée, elle doit être limpide, c'est-à-dire claire. Il n'y ait pas de substance en suspension. Et également non fluorescente. Elle ne doit pas émettre elle-même de la lumière. La solution, pour que la loi de Beer-Lambert doit être vérifiée, en troisième lieu, la substance absorbante doit être stable. Il ne faut pas qu'il y ait de réaction chimique en solution dans la cuve d'observation. L'état électronique de la substance absorbante peut être modifié par son environnement, qu'il s'agisse soit du solvant lui-même, soit du corps dissous en solution.
Donc, trois choses importantes: concentration faible, limpidité, clarté de la solution, pas de solution trouble, pas de solution fluorescente non plus, et la substance doit être stable, c'est-à-dire pas de modification chimique quand on va faire des mesures. L'instrument utilisé pour effectuer un spectre UV visible est appelé spectrophotomètre UV visible. Il mesure l'intensité de la lumière I passant au travers d'un échantillon et la compare à l'intensité de la lumière passant dans un échantillon de référence contenant le même solvant que celui utilisé pour l'échantillon, dans une cuve identique, c'est le I0. Le rapport I sur I0, je le rappelle, est appelé transmittance, T. Il est habituellement exprimé en pourcentage. L'absorbance A est exprimée à partir de la transmittance, A est égal à moins log de T. Les éléments de base du spectrophotomètre sont une source lumineuse, un support pour l'échantillon, un monochromateur généralement équipé d'un réseau de diffraction afin de séparer les différentes longueurs d'onde de la lumière, et un détecteur. La source de radiation est parfois un filament de tungstène émettant dans la zone 350 à 1700 nanomètres. Une lampe à arc au deutérium, cette lampe émet un spectre continu dans la région ultraviolette 190-400 nanomètres, donc associé au filament de tungstène. Et plus récemment, on trouve des lampes à arc au xénon utilisables dans toutes les régions UV visibles. Mais c'est très récent. Et puis également, on trouve des diodes électroluminescentes, des DEL, pour les longueurs d'onde du visible. Un spectrophotomètre est le plus souvent à double faisceau. Cependant, certains instruments bon marché ou anciens peuvent être à simple faisceau. Dans un instrument à simple faisceau, toute lumière passe par la cellule contenant l'échantillon. L'intensité de référence I0 est mesurée en remplaçant l'échantillon par une référence, même cuve et même solvant. Alors qu'à double faisceau, on peut avoir à la fois la cuve dans laquelle il y a l'échantillon et la cuve dans laquelle il y a simplement le solvant. C'est le blanc. Et l'appareil fait la différence immédiatement des deux. Donc, dans un instrument à double faisceau, la lumière est séparée en deux faisceaux avant d'atteindre l'échantillon. L'un des faisceaux est utilisé comme la référence et traverse ce qu'on appelle un blanc, même cuve et même solvant que l'échantillon. L'autre passe par l'échantillon. Les échantillons pour la spectrophotométrie UV visible sont la plupart du temps des solutions. Bien que l'absorbance de gaz ou de solide puisse également être mesurée, ces échantillons sont généralement placés dans des cellules transparentes qu'on appelle des cuves ou des cuvettes, en plastique ou en quartz. Le quartz, il dévie beaucoup moins la lumière que les cuves en plastique. Ces cuvettes sont typiquement de forme parallélépipédique avec un trajet optique souvent de l'ordre de 1 cm, correspondant à la longueur d'onde L dans la loi de Beer-Lambert. Les tubes ASC peuvent également aussi être utilisés comme cuvettes dans certains instruments qui sont conçus dans cette optique-là. Le type de contenant d'échantillon utilisé doit permettre le passage des longueurs d'onde de la plage qui nous intéresse, de la plage d'intérêt, de la plage de longueur d'onde monochromatique qui nous intéresse. Ces cuvettes sont plus souvent utilisées en quartz ou en silice, comme on vient de le dire. Un spectre UV visible est pour l'essentiel un graphe qui relie l'absorbance à la longueur d'onde dans les régions visibles et ultraviolettes. Dans ce schéma que vous avez,
c'est le coefficient d'extinction molaire en fonction de la longueur d'onde. Nous avons vu que ça donnait les mêmes types de résultats. Ici, les longueurs d'onde sont typiquement dans les régions UV, puisqu'ils varient de 230 à 280 nanomètres. Un tel spectre peut être produit en continu par des spectrophotomètres disposant d'un système de balayage en longueur d'onde. Donc les longueurs d'onde changent. Les longueurs d'onde des pics d'absorption que vous voyez ici correspondent au maximum d'absorption de différents types d'acides nucléiques: l'adénine, la guanine, l'uracile, la thymine ou la cytosine, que vous voyez en différentes couleurs. Le maximum se situe vers, en gros, 260 nanomètres. Donc les acides nucléiques absorbent, le maximum d'absorption des acides nucléiques se trouve à 260 nanomètres et pas à 280 nanomètres. 260, c'est-à-dire dans l'ultraviolet, non visible. Les acides aminés, eux, absorbent vers 280 nanomètres. Leur pic d'absorption significative se situe vers 280 nanomètres, mais pas tous. Par exemple, la phénylalalyne, ici en vert, le maximum d'absorption se situe à 220 nanomètres. Le tryptophane absorbe, lui, à 225 nanomètres et à 280 nanomètres. Deux pics significatifs correspondant au tryptophane. Vous avez également ici la sérum albumine bovine, la BSA, qui absorbe essentiellement à 225 nanomètres et minoritairement à 280 nanomètres. Donc les protéines, globalement, pour les séparer des acides aminés, pour les séparer des acides nucléiques, absorbent plutôt vers les 280 nanomètres. Le spectre d'absorption de la BSA, qui est une protéine très souvent utilisée par les chercheurs, elle se situe autour de 280 nanomètres, mais avec un pic moins intense. Et entre 190 à 210 nanomètres avec un pic intense, c'est-à-dire à forte absorption. Les acides aminés alpha-acides aminés aromatiques, c'est eux qui absorbent le plus. Ceci est très important. Quand on dit que les acides aminés et les protéines absorbent à 280 nanomètres, généralement, il s'agit de simplement trois types d'acides aminés: la tyrosine, la phénylalalyne et le tryptophane, qui possèdent des acides aminés aromatiques, c'est-à-dire des électrons facilement délocalisables. Qu'en est-il lorsque nous avons une solution qui est un mélange de deux solutions? Dans le cas d'un mélange de deux solutions, vous avez une additivité des absorbances, c'est-à-dire que les absorbances s'ajoutent. Celle de la première solution ajoutée à la deuxième solution. À toute longueur d'onde, l'absorbance totale du mélange est égale à la somme des absorbances des constituants individuels de la solution. Autrement dit, l'absorbance du mélange est égale à l'absorbance du soluté X, l'absorbance du soluté Y, plus l'absorbance du soluté Z. Il faut surtout qu'il n'y ait pas d'interaction chimique entre les différentes solutions. Ainsi, lorsque nous avons un spectre constitué de deux pics associés, on peut le décomposer informatiquement par les deux spectres séparés.
Les spectres d'une solution contenant le mélange des espèces M et N peuvent donner deux spectres. Un spectre, un pic vers la longueur d'onde lambda 1 et un maximum, un autre pic vers la longueur d'onde lambda 2. Donc on peut les séparer de manière informatique ou en faisant des échantillons étalons. Ici, vous avez un certain nombre de produits qui sont courants en agroalimentaire ou dans l'environnement, qui sont caractéristiques. Ces spectres-là sont caractéristiques de ces molécules, et donc on peut connaître la carte d'identité nationale, c'est-à-dire l'identité précise de chaque molécule, simplement en observant consciencieusement et minutieusement le spectre d'absorption de la molécule à des longueurs d'onde données. Et on peut donc dire dans un mélange, qu'est-ce qu'on a comme type de solution. Voici un des intérêts très importants de la spectrophotométrie. On peut isoler des spectres ou bien avoir recours à des banques de données pour comparer des spectres et trouver quel type de solution, quel type de produit nous avons dans notre solution aqueuse.